pas le son. La dernière session de la matinée. Je suis contente d'apporter une présence féminine dans cette assemblée parce que depuis hier, je me disais qu'il y avait beaucoup d'intervenants, c'est déjà une prise de position. Je commence à écouter le territoire. Voilà. Alors, en parlant de territoire, justement, on va entendre deux conférences. La troisième personne, malheureusement, ne pourra pas être présente. Donc, les deux intervenants seront Olivier David et Ruben Loos. Je vais commencer par présenter Olivier David, qui est le premier à intervenir. Olivier David est géographe, spécialiste de la géographie sociale, des questions d'éducation. Il est désormais un petit peu éloigné de recherche, mais c'est pour ça que cette venue à Saint-Jacques était importante pour lui, parce que ça lui donne l'occasion de reprendre des activités de recherche un petit peu abandonnées depuis 2 ans, puisque depuis 2 ans, il est aussi président de l'université Rennes. Donc je crois qu'il est temps, monsieur le chercheur, de commencer. Merci Christine. Alors c'est vrai qu'initialement on avait, comment dirais-je, prévu un format d'intervention pour permettre aux 3 intervenants d'avoir un temps à peu près équitable. Donc je m'étais basé sur une vingtaine de minutes. On va voir comment ça va se dérouler et je vais essayer de gérer le temps le mieux possible. Alors, à la demande un peu dans la préparation du colloque de Ramon notamment et des échanges avec l'intermédiaire de Christine, il a été convenu que je m'intéresse à ce qu'on appelle l'enseignement supérieur et la recherche en Bretagne, qui est rapidement synthétisé par 3 lettres ici, l'ESR, enseignement supérieur et recherche en Bretagne, et de vous faire un peu ce panorama. Alors, c'est vrai qu'on s'intègre par ce panorama quand même dans l'approche comparative de cette séquence de la matinée, l'approche en matière d'éducation et de tourisme dans nos 2 régions. Je ne resterai que sur l'enseignement supérieur et la recherche. Bon. Comme l'a dit Christine, si on a fait le choix de se centrer sur cette entrée-là, c'est en lien aux responsabilités qui sont les miennes, et notamment en tant que président de l'université Rennes 2. Donc c'est une présentation qui sera volontairement réductrice dans sa thématique par rapport aux questions éducatives, parce qu'elle ne va s'intéresser qu'à la formation supérieure et laisser de côté plusieurs pans du système éducatif français, dont les premiers et second degrés. On va simplifier ça de l'école maternelle au lycée. Je me centrerai moi davantage sur les universités, les grandes écoles, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'offre post-baccalauréat, puisque le baccalauréat qui à la fois clôt, on va dire, le parcours en secondaire, est aussi le diplôme d'entrée dans l'enseignement supérieur. Alors, pour ne pas vous perdre dans les détails du système éducatif français, et surtout bien me centrer sur la situation bretonne, j'ai décidé plutôt de m'appuyer sur un certain nombre de documents que je m'attacherai à vous commenter, qui seront complètement accessibles si vous le souhaitez. Et puis, pour pouvoir suivre ce propos autour, on va dire, qui dresse un panorama d'enseignement supérieur et de la recherche en Bretagne, je vais diviser mon intervention en 3 parties complémentaires. La première, c'est plutôt, parce que je pense que pour bien comprendre le système français, il fallait quand même que je ne fasse pas l'économie de présenter quelques repères sur le système éducatif français. Rassurez-vous, je n'ai pas décidé de passer la matinée, mais il faut que l'on comprenne dans quel cadre se présente cette réflexion. Ensuite, j'ai décidé plutôt de me centrer sur les caractéristiques de la région Bretagne en matière d'enseignement supérieur et de recherche.
Et là, on sera souvent dans la comparaison, bien sûr, avec le cadre national, la France. Et puis, dernière partie, parce que c'est une des réalités importantes de ces dernières décennies, le nombre d'acteurs autour de l'enseignement supérieur et de la recherche en France a considérablement évolué. Et donc, ça pose un certain nombre d'enjeux sur lesquels je souhaitais terminer ma réflexion. Alors, pour commencer, un certain nombre de repères. Je n'ai volontairement pas écrit de propos pour essayer d'être un petit peu plus dynamique et moins tenté par la lecture, et puis vous permettre de suivre ça dans le détail en étant en interaction complète avec les documents. Premier élément, il est nécessaire de vous présenter de façon très synthétique comment est organisé le système éducatif français, pour que vous puissiez comprendre plus particulièrement comment l'enseignement supérieur s'articule avec les premiers et seconds degrés. Vous voyez ici, vous avez une échelle qui reprend en gros les années entre la naissance, l'année 0 jusqu'à l'année, on va dire, classique de sortie du second degré, pour ceux qui vont jusqu'au bout des études secondaires, c'est à peu près 17-18 ans, selon l'âge des élèves. Vous voyez que le premier degré est la prise en charge des enfants dès l'âge de 2 ans, même si on a plutôt tendance à reculer en ce moment et à favoriser plutôt l'entrée à 3 ans. Donc dès l'âge de 2 ans, c'est encore possible. Dans ce qu'on appelle chez nous l'école maternelle, vous voyez, elle s'écoule alors j'ai pas accès à la souris, mais de 2 ans à 6 ans. Ensuite, ce premier degré se poursuit par ce que nous appelons le cours, l'école élémentaire, qui va de 6 ans à 10-11 ans selon l'âge des enfants. Et après, on rentre dans le second degré, c'est-à-dire le collège dans un premier temps, 4 années de collège, 11, 12, 13 et 14 ans, pour ensuite suivre dans le lycée, alors avec différentes formes, différents parcours possibles. Le lycée général et technologique, qui est de loin le lycée le plus fréquenté par les jeunes Français, mais vous avez aussi la possibilité déjà de bifurquer vers une orientation plus professionnalisante avec le lycée professionnel qui s'aligne sur les mêmes tranches d'âge, entre 15 et 18 ans, ou alors pour d'autres élèves, mais même là on est sur des proportions moindres, la possibilité d'entrer dans un centre de formation d'apprentis, où là on sera plutôt sur une formation en alternance, avec une partie du temps en classe, dans le centre de formation des apprentis, et une autre partie déjà en situation professionnelle dans une entreprise. Voilà, l'essentiel de la population française scolarisée passe par le lycée général et technologique. Voilà, il convient de le dire, c'est le gros des troupes. Et puis ensuite arrive le supérieur. Alors, avec plusieurs spécificités, nous avons bien sûr les universités, c'est plutôt les formations supérieures longues, qui peuvent aller de 0 à 8 ans. Ce sont des durées théoriques, surtout entre 5 et 8 ans. Les licences qui vont de 0 à 3 ans d'années supérieures, de formation supérieure, poursuivies par les masters. On est aligné sur le système licence, master, doctorat européen. 3 à 5 ans les masters pour les 2 années qui suivent, le second cycle. Et ensuite, on peut aller en doctorat sur une formation plus longue qui, théoriquement, se termine à la 8e année. Mais il y a en France d'autres possibilités pour faire des études supérieures. Nous avons une spécificité qui est ce qu'on appelle les grandes écoles, dans lesquelles on va retrouver, je vais donner que quelques noms ici, par exemple les instituts d'études politiques, qu'on appelle aussi Sciences Po. On va pouvoir retrouver des écoles d'ingénieurs également, des écoles de chimie, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, les écoles normales supérieures. Généralement, avant d'entrer dans les grandes écoles, vous avez ce qu'on appelle les classes préparatoires aux grandes écoles, ce qui est marqué ici, CPGE, vous trouvez ici, d'accord. Et là aussi, on est plutôt sur des formations longues. Et enfin, on a un certain nombre de formations courtes dans le supérieur, les sections de techniciens supérieurs, ce qu'on
appelle les STS, que vous avez ici, ou alors les instituts universitaires de technologie. Et là, on va être sur des durées de formation qui oscillent entre 2 et 3 ans. Souvent, beaucoup d'étudiants qui sont passés par les filières STS peuvent reprendre une licence professionnelle et reconnecter avec les formations longues. Voilà, mais d'autres peuvent aussi directement être insérés dans le milieu professionnel. Alors, les instituts universitaires de technologie sont pour la plupart, et vous le verrez en Bretagne, rattachés aux universités, d'accord, mais elles ont une forme d'autonomie quand même en tant que composante par rapport aux universités et développent des formations différentes. Donc, vous voyez bien, les deux niveaux supérieurs ici sont plutôt ce qu'on appellera les formations longues supérieures et les niveaux infra sont plutôt les formations courtes. Voilà, même si il n'est pas impossible pour quelqu'un qui a fait une formation courte de reconnecter avec une formation. Voilà en gros comment se présentent les choses, et nous on va s'intéresser essentiellement sur le niveau supérieur. Alors, quelques données générales, parce que ça fait partie de la description d'ensemble, et vous voyez, je vous ai donné les différents niveaux, premier degré, second degré et supérieur. Vous avez les effectifs. Vous voyez que vous allez avoir 6,8 millions d'élèves dans le premier degré en France, dont 86% des effectifs sont dans ce qu'on appelle le secteur public, donc de responsabilité, sous la responsabilité directe de l'État, d'accord, et qui peut être organisé à différents niveaux selon le niveau scolaire. Ensuite, vous avez le second degré, où là vous avez 5,6 millions d'élèves. Alors, la différence s'explique essentiellement parce que nous sommes sur des générations qui sont aujourd'hui moins fournies que ne le sont les générations du premier degré. Et puis enfin, dans le supérieur, vous avez en France à peu près 2,6 millions d'étudiants. Si vous suivez de loin l'actualité française, nous sommes sur le supérieur, sur un niveau de progression démographique très important aujourd'hui, puisque arrivent à l'entrée à l'université toutes les générations nées entre, allez, pour faire court, 1998 et 2002, d'ici quelques années, donc c'est-à-dire des cohortes démographiques très fournies. Voilà. Vous voyez également que la part du public est largement majoritaire, que ce soit sur le second degré ou le supérieur. Alors, que représente la Bretagne dans cet ensemble-là? Vous voyez le poids de la région au niveau national, donc qui est un poids qui est conforme au poids démographique de la région. La région bretonne, c'est à peu près 5% de la population française. Eh bien, vous y trouvez 4,8% des élèves du premier degré. On est très proche de la moyenne du poids démographique. 4,9% du second degré et 4,8% des étudiants. En revanche, là vous avez une première différence entre la Bretagne et le reste du territoire français, c'est que vous allez trouver une place plus faible du réseau public. Selon les niveaux, on a entre 58 et 62% des effectifs qui relèvent du niveau public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes une région française où la place du double réseau éducatif, à la fois public et à la fois privé, est très importante. Cela renvoie à des caractéristiques qu'on a évoquées ce matin, notamment la forte place de la religion catholique dans l'histoire de la région et qui s'est traduite également dans le développement d'un enseignement catholique, d'un enseignement confessionnel, donc un réseau à dominante confessionnelle. Et je tiens à préciser tout de suite que ce réseau privé est quand même sous contrat avec l'État pour une bonne partie des formations qui sont dispensées pour répondre aux critères qui doivent conduire naturellement vers les diplômes. Dans le milieu universitaire également, nous avons la présence du réseau privé. Dans les universités, nous avons une présence de l'Université catholique de l'Ouest, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, dans le supérieur, nous avons aussi la place des lycées privés qui présentent pas mal de formations courtes, section technicien supérieur, comme je vous les ai présentées tout à l'heure. Voilà pour les données d'ensemble. Alors maintenant, présentons la situation de la région Bretagne en matière d'enseignement supérieur et de recherche. On l'a dit déjà à plusieurs reprises, les interventions, la Bretagne aujourd'hui c'est 3,3 millions d'habitants, ça ce sont les derniers chiffres statistiques,
Donc, l'enseignement supérieur et la recherche en Bretagne, mais surtout l'enseignement supérieur, aujourd'hui connaît une croissance assez soutenue depuis le début des années 2000. Cela est lié directement, on l'a évoqué déjà, au dynamisme démographique de la région. Quand on prend les données statistiques produites au niveau national, nous sommes sur des niveaux de croissance démographique assez importants, de l'ordre en moyenne de plus 0,7% par an sur la période qui va de 2000 à 2014. Donc ce sont des niveaux de croissance démographique qui sont importants et la Bretagne fait partie de ces régions de la façade atlantique qui sont soumises à une croissance démographique assez forte depuis le début des années 2000. Elle le doit, pour notre région, essentiellement au solde migratoire qui est positif, très positif, et également un complément avec le solde naturel. Quelques données chiffrées d'ensemble. Nous avons en Bretagne 126 860 étudiants, ce sont les données de 2016. Ça, c'est la traduction concrète de la progression des effectifs dans l'enseignement supérieur. Et la croissance des effectifs dans l'enseignement supérieur est plus élevée en Bretagne, comparativement, qu'elle ne l'est en France. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une phase de croissance démographique qui alimente directement l'augmentation des effectifs du supérieur. Et vous voyez très concrètement, entre 2010 et 2015, c'est plus 12% de croissance sur l'ensemble des établissements relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, on a à la fois une bonne attractivité de nos établissements, notamment des universités, et quelles que soient les universités, et il y a quand même aussi des éléments de contexte qu'il faut rappeler ici. Sachez que la Bretagne est l'une des régions françaises où les résultats au baccalauréat figurent parmi les meilleurs. Nous sommes la deuxième académie en France en termes de taux de réussite au baccalauréat. Donc vous imaginez un bon niveau de réussite au baccalauréat plus une croissance des effectifs démographiques, tout cela contribue à alimenter les effectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, après, c'est juste pour illustrer d'une manière chiffrée le poids que représente l'enseignement supérieur, aussi pour un territoire comme la Bretagne. Quand on regarde le budget consolidé des différents établissements de la région, c'est à peu près 1 milliard d'euros pour une année entière. C'est les chiffres de l'année 2016. Donc ça commence à faire quand même un poids économique non négligeable pour une région comme les nôtres. Il faudrait tout de suite dire que ce poids économique est aussi la convergence de financements croisés où interviennent à la fois l'État, à la fois les collectivités locales et régionales, notamment régions, un petit peu moins les départements, j'y reviendrai aussi un petit peu tout à l'heure, et puis les métropoles et les villes qui interviennent également à leur niveau. Donc, vous verrez tout à l'heure que c'est un système d'acteurs assez complexe. Continuons dans ces chiffres clés pour montrer la diversité des infrastructures de formation. La région, dans son ensemble, regroupe 4 universités. Il convient de les citer parce qu'il y en a plusieurs présentes dans la salle, donc au moins ça peut être intéressant. Rennes 1, qui est l'université, on va dire, plutôt sciences et techniques et santé sur le pôle rennais. Rennes 2, qui est plutôt l'université des sciences humaines et sociales, également des sciences du sport. Et puis on va trouver ensuite l'université de Bretagne occidentale, qui est elle pluridisciplinaire, donc qui représente la diversité des champs que je viens d'évoquer, et l'université de Bretagne Sud, qui est elle située plutôt sur les deux pôles de Lorient et de Vannes, qui est également pluridisciplinaire. On va trouver 8 instituts universitaires de technologie qui sont rattachés à ces 4 universités, sauf une. Il n'y a que Rennes 2 qui n'a aucun institut universitaire de technologie. Toutes les autres en ont un. Donc 8 instituts qui, eux, sont répartis sur le territoire. On va retrouver des villes comme Lannion, des villes comme Saint-Brieuc, Rennes évidemment. On va les retrouver également sur Saint-Malo, Brest, Morlaix, Quimper, Lorient, Pontivy et Vannes. Et vous voyez que par rapport aux universités, on commence déjà à avoir un niveau de dispersion sur des villes moyennes plus importantes dans la région.
Vous allez trouver 31 grandes écoles, hein, on va retrouver aussi les écoles d'ingénieurs dans cette catégorie, et ce que je vous disais tout à l'heure, 111 lycées qui offrent des formations de type section de techniciens supérieurs et également classes préparatoires aux grandes écoles, qui elles sont réparties, bien sûr, encore plus largement sur le territoire régional. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit ça, on voit quand même qu'il y a un certain nombre d'inégalités dans la répartition des effectifs de l'enseignement supérieur. Hein. Vous avez ici une carte extraite de l'atlas produit par le ministère chaque année ou tous les 2 ans, plus exactement. Et là, vous voyez qu'il y a des disparités internes à la région dans le poids des différents pôles. Alors en fait, on pourrait, grâce à cette carte, avoir l'impression qu'il y a une dizaine de pôles. Je vais les réunir en 3 pôles différents. Et vous comprendrez au fur et à mesure de mon propos. On a d'abord le pôle qui est constitué par Rennes et tous les sites, c'est pas péjoratif dans ma bouche, mais les sites satellites de Rennes. On les aura pour Brest et on les aura également pour Lorient-Val. Rennes est implanté également par ses IUT, par ses antennes universitaires, également sur Saint-Malo, sur Saint-Brieuc, Lannion. Donc en gros, vous avez tout un pôle qui regroupe, on va dire, le nord-est de la région, qui est le pôle rennais, où là vous avez à peu près 50% des effectifs de l'enseignement supérieur de la région. Vous allez trouver complètement à l'ouest le 2e pôle, structuré évidemment par Brest, mais également Quimper, plus on va retrouver aussi Morlaix et quelques établissements secondaires qui sont là également importants. Là, ce n'est plus 50% des effectifs, mais 25% des effectifs. Et puis vous trouverez un dernier pôle, plus méridional, qui est en plus en termes d'université la dernière née des universités bretonnes. C'est le site Lorient-Val et secondairement également Pontivy, où là vous trouvez les 10% des effectifs restants. Alors pas restants, puisqu'il reste après, dans les 111 lycées, dans un certain nombre de sites décentralisés, bien sûr, le reste des effectifs. Donc vous voyez qu'il y a, au-delà d'une répartition qui pourrait apparaître comme ça d'entrée de jeu homogène, des inégalités importantes dans le poids des centres universitaires. Cela nous amène à expliquer le développement de cette réalité universitaire. Nous avons eu en fait une logique d'antenne qui s'est d'abord développée autour de la construction et du déploiement des instituts universitaires de technologie et également des sections techniciens supérieurs, plutôt dans les années allant de 1960 à 1990. Donc vous aviez des pôles universitaires que l'on connaît, Rennes, Brest, dans un premier temps, et puis ensuite il y a eu des logiques d'implantation d'antennes vers Saint-Brieuc, vers Saint-Malo, vers Lannion pour le site rennais, vers Morlaix, Saint-Paul-de-Léon, également Quimper pour le site brestois, et Lorient-Val-Pontivy pour le 3e site. Et tout ça a donc contribué finalement à une implantation progressive sur l'ensemble du territoire régional des sites d'enseignement supérieur et de recherche, donc les IUT dans un premier temps, et puis depuis le début des années 90, ce qu'on a appelé les antennes universitaires. Ce qui fait qu'au final, quand vous regardez les universités, les IUT, vous regardez les grandes écoles, les lycées qui proposent des sections techniciens supérieurs, bref, l'ensemble des niveaux, eh bien vous avez une répartition sur l'ensemble du territoire régional assez multipolaire, assez éclatée. En fait, on considère aujourd'hui qu'on a à peu près 60 sites différents d'implantation, d'enseignement supérieur et de recherche au total sur la région Bretagne. Ces 60 sites d'implantation font quand même vivre à peu près 10 000 personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la région, répartis équitablement, environ 5 000 enseignants-chercheurs dans les différentes universités, les sections de techniciens supérieurs ou les IUT, et vous avez également 5 000 personnels administratifs, techniciens, bibliothécaires, qui accompagnent le développement de l'enseignement supérieur. 60 sites, c'est extrêmement important, et c'est aussi une des réalités de la géographie bretonne, c'est-à-dire qu'il y a un tissu de petites villes et moyennes assez bien développé,
qui a participé à comment dirais-je, le développement de ce tissu multipolaire, parce que chaque ville, chaque territoire, qu'il soit petite ville ou ville moyenne, a voulu à un moment donné avoir sa part du gâteau, enseignement supérieur et recherche, et donc ça a donné ce tissu assez équilibré. Alors, dernier élément, c'était pour vous montrer des éléments importants. Vous avez un graphique ici qui articule en gros les formations longues, c'est ce que vous voyez, hein, université, hors IT, avec les écoles d'ingénieurs et de commerce et les classes préparatoires aux grandes écoles, tout ce qui concourt plutôt aux formations longues d'enseignement supérieur. Et vous avez de l'autre côté tout ce que va plutôt considérer comme formation courte. Donc on retrouve les sections de techniciens supérieurs, les IUT et les écoles paramédicales et sociales. Ce qui est intéressant, c'est de voir la hiérarchie des pôles universitaires ou des pôles d'enseignement supérieur avec la part respective des formations longues et des formations courtes. Et vous voyez que les formations longues sont plutôt l'apanage des grands sites universitaires ou des grandes aires urbaines, alors que plus on va aller vers les villes petites et moyennes, plus on va aller vers une part importante représentative des formations courtes. Donc il y a une forme de hiérarchisation au sein du tissu, comment dirais-je, ESR, à l'intérieur de la région, et qui se vérifie ici par ce graphique. Alors, ensuite, quelques données importantes, parce que là, je vous ai donné des données, des chiffres statistiques globaux. Il est important de revenir sur quelques spécificités qui isolent la Bretagne quand on la compare aux autres régions françaises. D'abord, la Bretagne est caractérisée par une majorité des étudiants inscrits à l'université. Là, en soi, nous sommes plutôt, comment dirais-je, dans la conformité nationale. C'est normal, le poids des établissements nationaux, universitaires, excusez-moi, est très important. Et comme en France, on le doit à une offre de licence, de master, qui s'est largement développée. En revanche, quand on regarde l'université en Bretagne et qu'on la compare à l'université en France, il y a deux traits caractéristiques importants. Le nombre de masters développés est moins important que celui qu'on peut trouver dans le reste du territoire français, et la part des doctorants est aussi plus faible que ce que l'on peut comparer dans les autres sites universitaires français. Voilà, ça, ce sont des... Même si on est en forme dans une dynamique de rattrapage aujourd'hui par rapport au reste du territoire français. Deuxième élément important sur lequel je veux insister, c'est le poids important des formations courtes. C'est-à-dire qu'il y a une originalité bretonne, malgré des taux de réussite académique très élevés au baccalauréat, eh bien, les jeunes bretons s'engagent plus fortement qu'ailleurs dans les formations courtes. Et notamment la place des sections techniciens spécialisés, la place des IUT, la place des écoles paramédicales et sociales, c'est-à-dire qui donnent à une insertion professionnelle assez rapide après 2 ou 3 ans de formation. Donc ça, là par contre, c'est bien un caractère distinctif de la région Bretagne par rapport à la France. Une place importante de l'enseignement privé, je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes la 4e région française par le nombre de places offertes dans l'enseignement supérieur et la recherche privée, c'est-à-dire que nous avons de ce point de vue-là deux campus importants portés par l'Université catholique de l'Ouest. Le plus important et le plus ancien, c'est celui de Guingamp, avec 4,6% des effectifs, et puis on a un petit nouveau qui vient d'arriver autour de Vannes, à Aragon, qui est là aussi une antenne de l'Université catholique de l'Ouest. Alors, 4e rang national, c'est aussi une poursuite logique du poids des effectifs privés que l'on trouve dans le primaire et dans le secondaire. Hein. Il ne faut pas oublier cette caractéristique. Et enfin, mais ça aussi ça rejoint des éléments dont on a parlé ce matin, sous un autre aspect, une faible attractivité de la région Bretagne vis-à-vis des étudiants étrangers. Aujourd'hui, il n'y a plus que 13 régions en France. Quand on compare la Bretagne parmi ces 13 régions françaises, nous sommes la 12e. Et la dernière, c'est la Corse.
Donc, vous voyez bien que c'est une spécificité. 8,6% seulement de nos étudiants sont internationaux, là où on peut monter en moyenne au niveau national à 11,5%. Et souvent, quand je présente des photos d'amphithéâtre, quand j'ai l'occasion de faire des diaporamas comme je vous en fais un aujourd'hui au niveau national, la première réaction, c'est que quand on regarde la configuration physique de nos amphithéâtres, c'est qu'on y trouve assez peu de populations d'origine étrangère. L'exemple qui est ici est assez révélateur. Là, c'est une formation en musique RN2 qui a été utilisée. Voilà. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de forte mobilité. On est une région française où la mobilité Erasmus, notamment, fonctionne très bien. Hein. Mais par contre, sur l'attractivité au niveau national, c'est beaucoup plus faible. Venons-en maintenant au volet recherche, parce que c'est l'autre pilier important de l'enseignement supérieur en France, mais je pense que de ce point de vue-là, c'est un peu une banalité de le dire, mais en France, l'articulation enseignement et recherche est très très forte. La Bretagne est au 7e rang national en matière de dépenses intérieures en recherche et développement, donc là, elle est plutôt en meilleure position sur les 13 régions françaises, et elle consacre à peu près 2% de son produit intérieur brut régional à l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, en matière de recherche et de développement, nous avons une région qui est depuis longtemps préoccupée, et ça rejoint aussi les dynamiques plus anciennes qu'on a évoquées dans d'autres communications, je crois que c'est hier après-midi, la volonté des acteurs économiques locaux de garantir les intérêts bretons, et notamment de miser sur la recherche, sur l'innovation pour le faire. Présence de la plupart des grands organismes nationaux sur 4 pôles principaux. On retrouvera bien sûr Rennes et Brest largement en tête, mais également Lorient et Vannes. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que nous avons beaucoup de chercheurs dans la recherche publique. C'est un peu le paradoxe. Effectivement, les organismes nationaux, alors c'est quoi? On va retrouver le Centre national de la recherche scientifique, on va retrouver l'Institut français de la recherche sur la mer, l'IFREMER, on va retrouver l'Institut scientifique en recherche médicale, l'INSERM, l'INRA sur la recherche agronomique, l'INRIA également sur la recherche informatique appliquée. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'ils sont présents sur le territoire qu'ils mettent à disposition de la région un nombre important de chercheurs. L'ouest de la France est, par rapport aux organismes nationaux, une région où il y a assez peu d'implantation de chercheurs publics. On en trouvera par contre beaucoup en entreprise. Et puis, 8e rang national pour la production scientifique, ce qui, là aussi, est plutôt une position assez importante. Elle le doit également à une structuration de la recherche en réseau assez importante, autour de thématiques très fortes. On va retrouver tout ce qui est sciences et techniques, information et communication, la mer, tout ce qui est agroalimentaire, agriculture, j'aurais dû dire agriculture, agroalimentaire, la recherche de la santé, les sciences de l'univers également, et puis autour des sciences humaines et sociales, avec un réseau, la Maison des sciences de l'homme en Bretagne, qui est aussi un réseau assez dynamique. Donc voilà, et on a aussi également de grandes infrastructures ou de grands équipements reconnus pour leur excellence. Je pense à Brest, sur lequel la dimension maritime est effectivement très forte, mais là on a 2 grandes infrastructures au niveau national. Pour tout ce qui est océanographique, la flotte océanographique française est largement installée sur Brest, mais également tout un réseau d'observation des océans, où là, notre place à l'échelle européenne n'est pas neutre, et nous avons de ce point de vue-là plusieurs équipements assez importants. Alors après, j'ai essayé, à partir d'un autre schéma, qui est la réalité des publications scientifiques. Vous avez l'indice d'impact de ces publications scientifiques à l'échelle internationale. Donc plus on est vers le 2, plus ces matières ou ces disciplines, ces champs disciplinaires sont visibles. Et puis vous avez l'autre donnée, la part nationale des publications en pourcentage de la région par rapport à l'ensemble national. Ce qui est important ici de souligner, c'est la forte visibilité de la chimie. Ça, c'est une des réalités, plutôt du Cyprénais d'ailleurs, qui est largement supérieure par rapport à la moyenne française. Vous allez retrouver également une bonne visibilité des mathématiques, de la recherche médicale, des sciences sociales. Et puis vous avez autrement un certain nombre de secteurs qui se distinguent pour leur production scientifique
c'est-à-dire l'importance du volume de production. On va retrouver la biologie appliquée et l'écologie, on va retrouver les sciences de l'univers, les sciences pour l'ingénieur, et puis vous voyez que d'autres secteurs sont moins bien placés. Mais là, il n'y a pas d'originalité par rapport à la France. Vous trouverez peut-être que les sciences humaines sont moins bien placées à la fois dans leur impact et à la fois dans leur volume de production. Mais là, ce n'est pas une spécificité bretonne, c'est quelque chose qu'on retrouve également à l'échelle nationale. Alors, pour terminer sur ces caractéristiques régionales, vous dire que effectivement la région a depuis longtemps porté son attention sur le développement de la recherche. Donc vous retrouvez les axes majeurs de la recherche que je vous ai présentés plus rapidement dans les diapos précédentes. On va avoir les sciences et technologies d'information et de la communication, les sciences et technologies de la mer, l'agriculture, l'agroalimentaire, bien évidemment, tout ce qui est autour des sciences du vivant et des technologies de la santé, les sciences humaines et sociales, l'environnement et la chimie. Ça, ce sont les axes majeurs de structuration de la recherche. À partir de là, la région a mis en place une stratégie de spécialisation intelligente que l'on retrouve dans toutes les régions européennes, la fameuse S3, et bien 7 domaines d'innovation stratégique sur lesquels elle accompagne les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et vous voyez qu'on retrouve là des enjeux qui sont plutôt cohérents avec les dynamiques économiques et les dynamiques scientifiques contemporaines, tout ce qui est le registre des innovations sociales et citoyennes, tout ce qui est la chaîne de l'agroalimentaire, mais plutôt dans son volet durabilité. C'est une question très importante en Bretagne, on le sait, et notamment avec sa connotation environnementale. Tout ce qui est les activités maritimes comme support d'une croissance économique bleue, c'est-à-dire comment tout ce qui est autour de la mer peut développer l'enseignement supérieur et la recherche et le tissu économique. Santé et bien-être pour une meilleure qualité de vie. Également le registre des technologies de pointe pour les applications industrielles. Alors dans un certain nombre de secteurs notamment décentralisés, on a bien sûr tout ce qui est l'électronique, l'informatique, la téléphonie, mais également tout ce qui est l'automobile et le développement de l'automobile dans certains secteurs. Également toute l'informatique embarquée pour la construction navale. L'observation des ingénieries écologiques au service de l'environnement, là, bien sûr, dernier domaine d'innovation stratégique. Alors, pour terminer, une troisième partie, avant de conclure, je voulais vous montrer que toute cette dynamique s'inscrit dans un tissu d'acteurs assez complexe, et je terminerai sur quelques enjeux pour la région en matière d'enseignement supérieur et de recherche. D'abord, les acteurs que nous sommes, alors quand je dis nous, c'est parce qu'en tant que président de l'université, je m'intègre parmi ces acteurs, mais que nous soyons enseignants-chercheurs ou que nous soyons également dans les laboratoires chercheurs, etc., on s'aperçoit que le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche est au cœur d'un système assez complexe. Cette complexité est le fruit d'un processus de décentralisation qui a eu lieu en France depuis le début des années 80, et qui fait que vous avez plusieurs niveaux qui interviennent aujourd'hui dans le soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche. L'État, d'abord. L'État, il me semble tout à fait important de rappeler, par exemple, que les universités, les IUT, les grandes écoles sont des opérateurs d'État, et ils sont soutenus par l'État, par des dotations aux établissements qui sont importantes. Quand je dis qu'ils sont importantes, c'est à peu près entre 75 et 80% de leurs recettes. Donc ce n'est pas neutre. Pour une université comme celle que je connais la mienne, c'est à peu près un budget moyen de 110 millions d'euros par an. Et sur ces 110 millions d'euros par an, on a 92 millions de recettes qui viennent directement de l'État. Donc vous voyez, c'est une proportion qui n'est pas neutre. On a également ce qu'on appelle des investissements d'avenir. La France a souhaité mettre depuis le milieu des années 2000 une politique d'excellence et d'investissement dans les secteurs scientifiques d'avenir. Eh bien, la Bretagne émarge à ce titre-là sur des sommes d'argent assez importantes, à hauteur de 60 projets répartis sur la région. On a également les contrats de plan État-région qui là sont plutôt sur le développement de l'immobilier, de l'accompagnement de la transition numérique, de la transition écologique, transition environnementale, et qui peuvent venir nous soutenir. Des appels à projets que l'État développe au plan national, dans lesquels nos équipes de recherche
mais également nous, en tant qu'établissement, on peut prétendre concourir. Et puis les organismes de recherche qui, au-delà du faible nombre de chercheurs, comme je disais tout à l'heure, apportent quand même soutien à un certain nombre d'équipes. Vous avez ensuite la région, collectivité locale, qui a donc son autonomie dans ses choix stratégiques sur le plan politique, son propre budget, et qui là aussi participe aux côtés de l'État dans le contrat de plan État-région, je ne redéveloppe pas, mais qui va apporter un soutien spécifique, notamment à la recherche. Je vous ai parlé tout à l'heure des 7 orientations, directions d'activité stratégique. Dans ce cadre-là, elle va venir soutenir des thèses de doctorat, par exemple, elle va soutenir des projets de recherche vraiment spécifiques par rapport à ses priorités. Elle va aussi soutenir l'ingénierie de la formation sur certains aspects, et elle va nous aider sur des projets, sur les aides aux colloques, qui sont également importantes. Et c'est à ce niveau-là aussi que toute la politique des fonds européens va être structurée en lien avec la stratégie de spécialisation intelligente. Et vous avez un troisième niveau, qui est celui des villes. Alors je dis des villes parce que toutes n'ont pas le statut métropolitain, des villes et des métropoles. Donc on va trouver là, à leur niveau, également la participation directe dans le contrat de plan interrégion, le soutien à la recherche, les aides à la mobilité, sur des sites comme Rennes notamment, mais je crois que sur Brest c'est pareil, ils peuvent aider à la mobilité des enseignants-chercheurs, des étudiants, aide à l'installation de chercheurs, ça ce sont des éléments importants, et puis des aides sur projet, les aides au colloque. Alors, je ne voudrais pas que vous ayez l'impression qu'il y a un niveau qui est complètement disparu, c'est celui du département, des départements, qui est un niveau intermédiaire, qui existe toujours en France, mais depuis la dernière loi d'organisation territoriale, la fameuse loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, eh bien, le département intervient de moins en moins dans l'enseignement supérieur et la recherche. C'est très variable d'un département à l'autre. Dans le Morbihan, ils seront assez forts. Dans le Finistère, ils seront plus importants, et dans les Côtes d'Armor qu'ils ne le sont en Ille-et-Vilaine. Mais en Ille-et-Vilaine, c'est plutôt au profit de la métropole de Rennes que les choses se sont faites, se sont opérées. Donc voilà, ils sont encore là, on les trouve aussi dans les contrats de plan État-région. Je les ai pas mis parce que, telle que la loi NOTRe est écrite aujourd'hui, ils ont plutôt tendance à disparaître dans ce registre. Dernier élément, eh bien, ça veut dire que nous, en tant qu'opérateurs d'État, plus ou moins autonomes, en tout cas autonomes sur le plan politique, eh bien, nous devons jouer avec les stratégies de ces différents niveaux. Et vous voyez que pour l'État, vous avez déjà 3 stratégies différentes. La stratégie nationale pour l'enseignement supérieur, la stratégie nationale de la recherche et de l'innovation, et puis vous avez les stratégies des organismes. On doit composer avec ces 3 stratégies qui sont déclinées par un 4e niveau de stratégie qui est la stratégie territoriale. Donc là, pour des opérateurs comme les nôtres, même si on a une politique, on a envie de développer tel ou tel secteur scientifique, telle ou telle activité, nous devons composer avec l'État, notamment par leur niveau de financement. Et je le rappelle, quand on intervient à 80% de la hauteur du financement, on ne fait quand même pas tout à fait ce qu'on veut, même si, sur le papier, nous sommes autonomes. Deuxième élément, la région, qui a, elle, son schéma régional de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et là, tous les acteurs de la région s'intègrent dans ce schéma et doivent répondre également sur le plan de la recherche et de l'innovation à la stratégie de spécialisation intelligente. Donc, quand la région mise sur la mer, et c'est vrai que pour certains établissements, je pense à Brest, il y a un enjeu à miser également dans le développement de la mer sur ce secteur-là. Quand la région dit « nous souhaitons que les HS viennent apporter des éléments en matière d'innovation sociale, d'innovation citoyenne », eh bien c'est vrai qu'un établissement comme le mien, qui est plutôt SHS, va miser sur ces éléments-là pour développer sa politique. Même chose, la région bretonne a également une politique de développement linguistique et culturel très forte, qui, pour un établissement comme Rennes 2, qui a effectivement la formation bretonne, mais également celui de Brest, eh bien là, on a intérêt également à travailler avec la région pour développer notre politique. Et puis, vous avez les villes ou les métropoles qui ont des stratégies spécifiques d'enseignement supérieur et de recherche et qui peuvent parfois avoir même un schéma de développement universitaire. C'est le cas sur Rennes, je ne sais pas si c'est le cas sur Brest en tant que tel, mais je pense qu'il y a une logique de développement des pôles universitaires à l'échelle de la métropole. Voilà.
Donc vous voyez que quand on combine tout ça, nous avons quand même fort à faire quand on développe une politique d'établissement pour s'articuler avec tout ça. Alors les enjeux, je terminerai là-dessus assez rapidement. Une croissance des effectifs soutenue, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est l'enjeu de la décennie à venir. Plusieurs établissements, et notamment les universités, sont aujourd'hui en saturation par rapport à leur capacité d'accueil des étudiants. Et quand je vous dis ça, c'est pas pour demain, hein, c'est la prochaine année universitaire. Nous ne savons pas faire pour accueillir les étudiants. C'est un vrai problème. L'État est en train de s'y pencher. Hier, pendant que nous étions en colloque ici, il y a eu toute une série de mesures annoncées pour accompagner cette croissance des effectifs. Une structuration autour des sites métropolitains que vous voyez avec des spécialisations visibles, reconnues maintenant. J'en ai évoqué quelques-unes. Il faut que l'on renforce le potentiel de recherche et d'innovation de la région, même si nous sommes bien placés à l'échelle nationale, il y a encore des enjeux à aller plus loin sur ce registre-là, et notamment pour valoriser nos connaissances, nos savoir-faire, nos compétences vers la recherche et au service du tissu socio-économique. Alors, pour conclure, c'était quand même un élément sur lequel je souhaitais finir, et qui est plutôt un apport de géographe ici. On voit bien que l'enseignement supérieur et la recherche est un pilier du développement économique et social de la région Bretagne. On ne peut pas faire sans aujourd'hui. Ça a été même un acteur, je crois, important de sa modernisation dans toute la période allant de la Seconde Guerre à la fin du XXe siècle, et toujours aujourd'hui. C'est aussi un acteur d'aménagement du territoire, quand on regarde au final par la répartition des équipements sur l'ensemble du territoire. C'est complètement en phase avec la réalité géographique polycentrique de la région, avec un tissu de grandes villes, mais surtout de villes moyennes et de petites villes assez importants, qui contribue aujourd'hui ou qui conduit aujourd'hui peu ou prou à une forme de hiérarchisation et de spécialisation des sites. Et vous voyez que même si nous sommes des acteurs autonomes, nous sommes au cœur de stratégies croisées qui font que ces enjeux de l'enseignement supérieur et de la recherche aujourd'hui sont porteurs pour la dynamique de la région Bretagne pour les décennies à venir. Merci.